Quelqu'un l'autre jour au vernissage, peut-être que tu pourrais réagir là-dessus, à propos de l'énigmaticité de ton travail, me disait, il est évident qu'il raconte des histoires, mais en fait il est évident qu'il se raconte des histoires à lui-même, pas à nous. Et je te disais ça l'autre jour et tu me disais, mais oui, bien sûr, en fait ce travail, c'est un travail que je fais pour moi. Tu peux peut-être, on peut partir de ça? C'est vraiment des images qui sont autant chronophages que thérapeutiques, et ça me fait beaucoup de bien de faire des séries comme celle-ci, où je m'enferme pendant 1 mois et demi à faire que la photo du même drap tous les jours pendant 1 mois et demi. Ça me fait du bien, et je me suis rendu compte par le biais d'expositions que ça faisait du bien à d'autres personnes aussi de les regarder, et du coup voilà pourquoi elles sont là. Mais c'est vrai que je raconte des histoires, et j'ai un artiste que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Henri Dargeur, et qui a jamais... Bon, je suis très intéressé par l'art brut, et j'aime bien les gens qui font pas exprès de faire des belles choses. Et en fait, lui, voilà, on a découvert son travail, il était déjà mort, et il a raconté des histoires toute sa vie, qu'il n'a jamais montré à personne. Mais il s'est inventé un monde qui est bien à lui, et puis avec ses personnages, ses acteurs, il a créé ses petits films, qui sont des déroulés de papier immenses, avec un dessin maladroit, et voilà. Et bon, moi, au début, mon dessin était très maladroit. Si vous voyez mes dessins, c'est un peu ridicule, mais je me suis rendu compte que j'étais pas un bon dessinateur. Mes croquis sont un petit peu aléatoires. Et je me suis rendu compte que, par contre, quand j'utilisais ce procédé-là, j'étais extrêmement précis. Et beaucoup plus précis que je pensais pouvoir l'être. Et donc, c'est aussi thérapeutique dans un sens où ça m'apprend à être méticuleux, ça me force à être méticuleux, ça me force à me concentrer, et ça me force à me regarder moi encore beaucoup plus, parce que les pratiques aussi complexes que celles-ci nous renvoient à notre incapacité à se concentrer. Et moi j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et à un tel point que quand j'ai fait ce livre-là, j'ai dû véritablement J'ai passé 5 ans uniquement pour ça. Pas celui-ci, le gros livre là. J'ai passé 5 ans où je me suis dit, bon ben voilà, je ne peux plus m'éparpiller, donc je vais faire que ça. Et j'ai fait que ça pendant 5 ans, et j'ai limité au maximum l'espace dans lequel je le faisais. Mais pour réagir à ce que tu dis, je trouve intéressant qu'au début, réagissant à ma question, on éprouve presque le besoin de s'excuser de commencer de cette manière-là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, socialement, c'est pas très convenable de dire qu'on fait une chose pour soi-même et pas pour les autres. Mais si je me place du point de vue d'historien de l'art, je vois... Enfin, est-ce qu'une œuvre d'art se doit d'être hospitalière? On peut se poser ce genre de questions. Est-ce que ton travail est un travail hospitalier? Je ne suis pas du tout convaincu de ça, mais je pense même que c'est un travail, non pas qu'il soit inhospitalier, mais qui n'est pas hospitalier, parce qu'il y a quelque chose qui est très très particulier. Ça, c'est un point de vue de spectateur. Quand je disais qu'on avait envie de le tenir dans la main et de le regarder, et quand on... Alors, vous ne pourrez pas le faire, hein, mais c'est ce qu'on a envie de faire, parce que c'est le côté boîte comme ça qui fait qu'on a envie de le tenir. Quand on prend la chose, c'est ce que je dis à la fin de mon texte, et qu'on la regarde, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? C'est plus tellement l'image qu'on voit, c'est le jeu de l'argent, c'est la question du reflet. Et ça nous rappelle aussi que cette espèce de monde, parce que c'est vraiment des mondes, c'est comme des monades, d'une certaine manière, on peut toujours se rapprocher, mais plus on se rapproche, plus on est renvoyé à son propre reflet, on reste à l'extérieur. Hein, c'est comme tes sphères qui sont une sorte de métaphore de ton travail. On se reflète dedans, mais on se reflète dedans parce qu'on reste à l'extérieur. Et tu disais que pourtant, c'est ça qui est intéressant, que pourtant, c'était un travail qui était thérapeutique et pas simplement pour toi, qu'il était aussi pour d'autres gens. Tu peux peut-être expliquer ce que tu appelles thérapeutique? Alors, oui, non, parce que ça peut... c'est très poétique d'ailleurs, cette image d'approcher un miroir et de pas... Si, bravo. Disons que... Je dis que c'est thérapeutique pour moi et pour d'autres parce que certaines personnes observent mes images et ne peuvent pas s'empêcher de me dire ce qu'elles y voient. Et j'ai eu beaucoup de réactions, personnes qui étaient un peu effrayées de l'énigme et passaient plutôt à la crainte. Et moi, j'ai eu certaines images qui effraient certaines personnes, mais à l'inverse, certaines images qui apaisent beaucoup et puis qui donnent des réponses à des gens sur... Ah ben voilà, voilà une manière simple de montrer un sentiment que j'ai, et j'ai envie de... En fait, c'est un petit peu ça ce que j'essaie de faire, mon travail est extrêmement simple, je ne suis pas quelqu'un de trop complexe, et
c'est juste un arbre de main, mais ça doit raconter une histoire, comme celle-ci par exemple. Et ben, je sais que voilà, certaines personnes me font la remarque, voilà, c'est très simple, j'aurais dû y penser, et ça suffit en fait. C'est pas la peine d'aller plus loin pour montrer quelque chose. Et ensuite, à notre époque, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que voilà, hier, je suis allé à un festival de photographie où le but c'est de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Comme la plupart des choses que je vois en ce moment, c'est qu'il faut absolument faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Moi, avant de faire cette série-là, je travaillais sur une série où j'allais à tous les endroits où on disait « faites une photo ici ». Parce que je voulais justement faire l'inverse. Ça, je ne l'ai encore pas montré, mais je vais montrer un jour. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que au lieu d'aller chercher quelque chose de sensationnel, quelque chose d'inédit, moi, j'ai voulu montrer quelque chose d'absolument qui est mon quotidien. Et en fait, voilà, bon, d'ailleurs, c'est pas innocent, hein, j'ai des photographes que j'aime beaucoup, comme Denis Bria, qui prend un oignon en photo depuis 40 ans, et on adore tous ses photos. Mais moi, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que voilà, je peux prendre un drap, une petite boule noire en photo pendant 2 ou 3 ans, et je me sentirais bien à le faire, et à voir la manière dont la lumière se pose dessus à 1 heure de la journée. Alors c'est peut-être un petit peu ringard, c'est peut-être un petit peu... ça manque de subtilité, et pourtant dans la simplicité, c'est là où je trouve toutes les subtilités pour moi. Et c'est aussi pour ça, pour ce non-besoin sensationnel, que j'avais décidé de faire toutes les photos chez moi. Et là, celles qui sont ici, qui sont quasiment toutes faites dans mon jardin ou très très proche de chez moi, parce que j'ai pas du tout envie d'aller chercher plus loin, j'ai envie de bien connaître mon univers le plus proche. Et c'est pareil avec les personnes, je préfère être très peu entouré, voir un minimum de personnes et bien les connaître. C'est exactement pareil avec les arbres qui sont chez moi, les objets qui traînent chez moi, et finalement ils reviennent tout le temps. J'utilise les mêmes objets comme acteurs, les mêmes arbres comme acteurs, les mains ou les membres de ma copine, mais c'est tout le temps, c'est très 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 limité comme travail, et c'est très simple. Et puis réussir à montrer quelque chose avec ça et à faire ressentir quelque chose avec le peu de matière que j'ai, eh ben ça me fait du bien, et ça fait du bien. Il y a une image il y a 2 choses, mais je voudrais rebondir sur cette image, sur ce travail que tu cites. C'est intéressant que tu dises que tu aimes ce travail de Denis Bria sur un oignon pendant 40 ans, parce que il y a une image à laquelle je pense et qui renvoie absolument à mon idée de chronophagie et d'usage du temps. Il y a une image extrêmement célèbre à propos de l'oignon, c'est que on a un oignon devant soi, il paraît intact, on enlève une pelure de l'oignon, c'est le même oignon, on enlève une deuxième pelure de l'oignon, c'est le même oignon. Pendant des jours et des jours, on enlève une des pelures de l'oignon et l'oignon ne change pas. Et puis un jour, il n'y a plus d'oignon. C'est pas moi qui utilise cette métaphore, c'est Sigmund Freud, et ça s'appelle le travail du deuil. Le travail du deuil, c'est exactement cette affaire-là, c'est-à-dire que on enlève, rien ne semble bouger, et puis un jour, le temps a fait son travail. Je permets comme ça de signaler cet écho qui ne me paraît pas totalement sans relation avec la dimension de ton travail. C'est une métaphore inverse que cette série. Absolument. Oui. La série des cerveaux consiste à des piles de feuilles et de documents empilés les unes sur les autres. Et chaque feuille représente un événement dans notre vie. Et ils s'empilent les uns sur les autres. On ne les voit pas prendre de l'espace. Et puis ils s'empilent, se rajoutent des soucis, se rajoutent des scissions dans la vie, se rajoutent des nouvelles relations, plein de choses. Et puis au final, on a une grande pile de souvenirs on les entasse les uns sur les autres, on entasse les bons souvenirs sur les mauvais pour oublier les mauvais, et vice-versa. Et puis on fait une montagne, et à la fin, voilà, on meurt, on n'est plus là. Et c'est exactement ce que représentent ces œuvres-là. Et l'oignon, ben, c'est l'inverse. C'est vrai que ça me fait penser à ça. Et c'est... prendre des feuilles en papier et des oignons, c'est un petit peu mon truc. Mais ce regard stratigraphique que tu nous proposes me fait penser à ce que tu disais sur la question de la familiarité. C'est-à-dire que maintenant tu ne travailles plus comme ça, mais peut-être que tu peux en parler. Pendant des années, tu as choisi délibérément, tu faisais déjà allusion, de ne travailler que dans un rayon d'à peu près 100 mètres autour de chez toi. Ouais. C'est ce qu'au XIXe siècle, on aurait dit que c'était ça aurait été un peu plus grand, on aurait dit que c'était une distance paroissiale.
C'est-à-dire que c'est la distance qu'on parcourt, c'est ce qu'on peut parcourir, c'est plus grand que ça, hein, c'est ce qu'on peut parcourir à pied dans la journée. J'ai un modèle en tête, hein, qui est modèle pictural, hein, qui est un peintre que j'adore, John Constable, qui ne peignait les choses qu'à distance paroissiale, parce qu'il disait qu'il ne pouvait peindre il ne pouvait peindre que ce qu'il connaissait, que ce avec quoi il avait un rapport empathique. Et ça m'amène d'abord à ton rapport à la peinture, parce que j'écris, je sais que ça c'est une chose avec laquelle tu es d'accord, que tu travailles comme un peintre, on peut peut-être en parler, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça a été tellement nécessaire et qu'est-ce que ça implique? Et moi j'y vois aussi ce rapport à cette stratigraphie, c'est peut-être pas la peine d'aller au bout du monde, puisqu'à l'infini, dans un tas de feuilles, dans un inépuisable tas de feuilles stratigraphiées. C'est pour ça ma remarque sur le caractère comme une sorte de graveur. C'est inépuisable, c'est totalement inépuisable. Tu peux expliquer peut-être un peu ce rapport à des lieux, qui est un rapport, justement, c'est exactement le contraire de ta série sur il faut aller photographier, là on dit que c'est photographiable, c'est le pittoresque. Alors tous les photographes qui sont ici ont connu cette sensation, hein. C'est un petit peu une réaction à cette sensation qu'on a quand on est photographe, ou même je pense que tous les humains ont un peu ce problème, c'est qu'on a toujours besoin de nouveautés, et encore plus maintenant qu'avant, on est vraiment tout le temps à la recherche de quelque chose de nouveau, on doit avoir des nouvelles photos, des nouveaux films, des nouvelles choses. Et moi, j'ai pas manqué à cet effet-là. Moi, je voyageais beaucoup, et puis à un moment, je me suis rendu compte, je pense qu'il y a plein de photographes, que je trouvais plus, quand j'étais chez moi, ou dans la ville, ou dans mon environnement proche, on va dire dans 50 km de chez moi, je trouvais plus rien à prendre en photo. Il fallait absolument que j'aille au bout du monde, ou que je rencontre des gens exceptionnels, ou que ce soit des gens avec des mœurs particulières, avec des visages particuliers, avec des habitats particuliers. Et en fait, c'est un peu une réaction à ça, d'aller chercher, comme tu dis, des distances paroissiales. J'aime beaucoup ce terme. Moi, c'est encore plus petit parce que j'avais voulu me limiter à mon jardin. Donc un jour, j'ai vraiment tracé un trait. Je me suis dit, voilà, j'avais une maison qui était bien entourée de grandes portes dans mon ancienne maison. J'ai dit, voilà, c'est ici. Et tant que je ne connaîtrai pas tout de chaque pierre, chaque chose qui traîne dans mon jardin, je ne ferai pas d'autres photos. Et au début, je me suis un peu fait chier, hein, j'en ai pas fait beaucoup, et c'était un peu long, et j'ai fait venir des modèles, j'ai fait venir des gens, et les modèles, je les ai fait venir de moins en moins, et j'ai commencé en plus à faire des photos d'une pierre, d'un arbre, d'un bout, en fait, on se rend compte qu'on peut se créer un monde quand il n'en existe pas un. Donc j'ai mets les œillères sur le monde, tu regardes qu'une toute petite partie, tu vas créer ton propre monde à partir de ce qui te reste. Alors c'est peut-être là qu'il faut qu'on dise quelque chose sur la technique, non pas pour expliquer la technique, mais pour remarquer l'usage que tu en fais. C'est-à-dire cet usage du collodion humide, je suis totalement incapable d'expliquer, mais je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire d'ailleurs de l'expliquer. C'est une technique du 19e siècle, hein, c'est la proto-photographie, hein, littéralement. D'abord, première chose à dire, ce qui est très frappant dans ce travail, c'est que tu prends une technique archaïque, on va dire, mais pour produire un travail d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les cadrages, les sujets, etc., c'est absolument pas une sorte d'à la manière d'eux le 19e siècle. Il faut commencer par souligner cette chose-là. Il me semble qu'une des motivations que tu as eues à choisir cette technique-là, elle est contenue dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que cette technique, elle a plein de difficultés, mais si on essaie d'en dégager la qualité spécifique, et là je parle vraiment à partir de l'histoire de la peinture, je dirais qu'il y a une espèce de qualité de finesse absolument ahurissante. Elle permet d'aller beaucoup plus loin qu'un simple regard. Donc, il y a quelque chose qui est là, c'est aussi quelque chose qu'on ne verra pas tout de suite, mais dans une œuvre comme celle-ci, oui, vous pouvez prendre un brin d'herbe, juste derrière madame, poser un microscope dessus, et puis vous pouvez aller dans l'herbe. C'est-à-dire qu'on va véritablement, j'ai fait le test, vous allez voir des petites nervures de quelque chose qui sont comme ça sur une photo de 40 cm de large. Donc, il faut voir que c'est un négatif de 40 cm de large, donc c'est quand même gros, mais c'est infini. Et il y a une profondeur qu'on ne voit pas comme ça, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais si vous regardez bien une pièce comme celle-ci, vous pouvez vraiment, déjà il y a la profondeur du verre, mais il y a cette finesse extrême qu'on trouve en photographie dans 2 ou 3 procédés, et en fait ça va donner quelque chose d'autre à un objet très simple. Et alors j'ai joué, là la petite boule noire que vous voyez, je vous le dis à vous, mais c'est une boule de musculation pour la poitrine des femmes, avec un smiley vert derrière. Et là, quand vous la voyez là, ou quand vous la voyez posée ici, ce
Ce que j'aime, c'est que je vais donner une préciosité à des choses qui ne le sont absolument pas. Et c'est exactement la même chose à prendre tout ce qui traîne dans la maison, les empiler, les montrer d'une certaine manière, les mettre en scène et leur donner une certaine préciosité, une profondeur supplémentaire et effectivement la finesse du procédé. Et tu disais que je l'agissais comme un peintre, c'est prétentieux, mais je dis ça parce que je fais les croquis de tout ce que je fais. Les artistes sont inhospitaliers et prétentieux, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais aussi parce que si je veux, à l'opposé de cette finesse ou en complément de cette finesse, mettre des coulures partout, j'utilise un procédé humide, donc il est totalement possible pour moi de brosser, de faire couler, on le voit sur des images comme ici, il y a des défauts, il y a des rainures, et je peux jouer avec ça, et donc j'ai la possibilité de peindre avec mon émulsion. J'en joue beaucoup moins maintenant qu'au début, parce que c'est un piège la finesse, et c'est vrai que vous avez la profondeur du verre, plus la finesse du médium, plus les défauts qui en font quelque chose d'assez particulier. Et dans le texte de Pierre, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il parle de ne pas être victime de son procédé. Et ça, c'est très important pour moi, parce que quand on utilise la photographie, soit parce qu'on a besoin d'aller chercher quelque chose qui n'a jamais été fait, on va complètement travestir son travail et faire n'importe quoi avec, parce qu'il faut faire quelque chose de nouveau. Et dans mon cas, quand on utilise un procédé comme celui-ci, ou beaucoup de procédés anciens, c'est eux nos maîtres. C'est-à-dire qu'on va dire « Hey, c'est pas mal ça, on a une photo complètement ratée, mais on se dit il y a des couleurs partout, c'est génial, ça raconte quelque chose d'autre. » Moi, ça c'est ma hantise. Moi, je suis un peu dans le contrôle et j'ai vraiment envie que le résultat soit absolument ce que j'ai décidé au départ. C'est-à-dire que je fais mon dessin, l'image, je sais déjà exactement comment ce sera. Et si c'est différent, je refais. Et c'est pour ça que certaines images, je peux les refaire pendant 3-4 jours. En même temps, je fais rarement plus d'une photo par jour, mais bon, la plupart du temps, si je fais une photo par jour, c'est la fête, mais la plupart du temps, la photo, le soir, je la sèche, je la regarde, et le lendemain, je la refais, et puis le lendemain, je la refais, et puis ça peut durer une semaine, c'est aller jusqu'à un mois à refaire la même image. Et tout ça pour ne pas être... Oui, c'est ce que j'appelle l'impeccabilité sans tâche. Oui, c'est ça. Oui, non, parce que parfois, on va se retrouver avec une image qui est le 10e essai. Il y a un coup de chaud, il y a je ne sais quoi. C'est tous les gens qui connaissent un peu la photographie savent qu'on n'est pas... quand même, c'est dur de maîtriser tout. Et puis, on a une tâche à un endroit et on se dit, voilà, en fait, celle-ci, je l'accepte, mais... voilà, il y a des rares exceptions, mais souvent, moi je veux contrôler le résultat et je veux être une victime de rien du tout et surtout pas du procédé que j'utilise. Il y a une chose qui m'intrigue moi beaucoup dans ton travail, que je signale brièvement dans le texte et qui continue à m'intriguer, c'est l'usage que tu fais du cinéma. C'est-à-dire que tu m'as expliqué, je résume, que tu avais besoin du cinéma, notamment parce que tu avais besoin d'y chercher ce que tu appelles des poses, donc des attitudes, des gestes. Donc il faudrait peut-être voir ce que tu appelles la qualité de ces gestes, que tu fais rejouer par tes modèles, puisque les modèles, on sait qu'il faut des temps de pause très particuliers, donc on ne peut pas avoir d'improvisation, on n'est pas dans l'instantanéité. Mais ce qui, moi, me frappe énormément dans ton travail, c'est que si tu ne me l'avais pas dit, la référence au cinéma, peut-être une ou deux fois, mais globalement, je ne la vois pas. Je ne la vois pas du tout, donc c'est intéressant, elle est utilisée, d'une certaine manière, elle est gommée, alors que je vois, par exemple, des références à des traditions picturales, la question de la nature morte, de la vanité, qui me paraissent extrêmement prégnantes dans ton travail, on peut en discuter, mais qu'est-ce que tu fais du cinéma? Et pourquoi? Alors, déjà, je vais rétablir une vérité, parce qu'il ne faut pas, sans vouloir donner un mythe de l'ermite, j'habite quand même assez loin de tout. J'habite en montagne, en forêt, dans un petit village, et je ne vois pas tant de monde que ça. Quand tu passes tes journées avec des gens et que tu les vois, et ben des fois tu vois une position de main, tu te dis tiens c'est intéressant là, comme il se tient, ouais, ça me plaît, tu fais un petit croquis. Bon, moi ça m'arrive pas parce que je passe pas mon temps avec des gens, ma copine vient, on se voit, mais je vois moins de positions que là j'en ai vu en 2-3 jours, et j'ai vu plein de gens dire des choses, faire des choses, avoir des expressions, et vu que je fais poser personne,
mon iconothèque, comme tu le dis si bien, c'est le cinéma. Parce que, bon, déjà, je ne vais pas au cinéma, parce que je ne bouge pas de chez moi et j'ai pas envie d'aller au cinéma, donc je regarde tout depuis chez moi. Et c'est vrai que quand je suis pas en train de faire des photos, je regarde n'importe quel film pourri d'ailleurs. Hein, j'ai trouvé des idées de photos dans le Grand Blond la semaine dernière, j'ai trouvé 2 idées, c'était fantastique. C'est très bien. Hein. J'ai vu Mireille d'Arc dans le Grand Blond avec une chaussure noire, j'ai fait cette photo, en gros c'est ça. Et ces poses-là, au lieu d'avoir des modèles, souvent je vois des poses dans le cinéma. Et puis dans mon quotidien, je vois vraiment beaucoup d'arbres et des formations. C'est pas le thème de cette exposition qui a été sélectionnée par Odile et Michel habilement, mais je fais beaucoup de photos d'arbres. Et parce que c'est ce que je veux, quoi. Et en fait, plus j'ai vécu proche d'une forêt, plus j'ai fait des photos d'arbres. Et voilà, si j'habitais à côté de la mer, je ferais des photos de la mer. Certainement, j'ai une vision relativement simple. Oui, mais je voudrais quand même fouiller un tout petit peu cette question-là, parce que tu pourrais trouver des poses dans autre chose. Tu pourrais trouver des poses dans tes livres, dans l'histoire de la photographie. C'est quand même dans le cinéma, même toutes les raisons. Et donc, tu empruntes quelque chose que tu extrais de son contexte à un art très particulier, de l'image en mouvement, et qui est en général porté par des questions de narration. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, prendre une image cinématographique pour en faire un modèle, c'est quand même extraire une image et conserver, c'est mon histoire d'énigme, hein, conserver quelque part quelque chose de ce potentiel narratif de l'image. Est-ce que c'est une chose qui pour toi demeure ou pas dans ton travail? Voilà. Sûr, alors, sans mettre... sans aucun plagiat, moi j'adore par exemple la photographie de Gregory Crewdson qui pour moi c'est quelqu'un qui fait des films, mais il va montrer une seule scène du film. Et en fait, moi c'est vrai que quand il y a des personnes, ce qu'on a choisi d'exposer ici, c'est qu'il y a des fragments de corps où il y a des personnes. Pour moi, l'idée c'est de montrer tout le film en une seule image. Alors effectivement, c'est quelque chose qui dans ton texte est bien à toi, mais tu dis qu'il n'a rien de cinématographique en tant que tel, mais pour moi, ça c'est tout un film en une image. Et, oui, ça c'est une de celles, celle qui est tirée là. Mais oui. C'est quelque chose que j'ai aussi vu dans un film, donc est-ce que c'est du plagiat? Disons que c'est une position que j'ai vue dans un film, je me suis imaginé plein d'histoires autour, et je me suis dit tiens, mais ça il faut absolument que cette image elle reste, et des fois elle reste inconsciemment, elle revient 2 ans plus tard. Et c'est le cinéma, mais c'est aussi la peinture. Il m'est arrivé de voir en vitrine une peinture, 2 ans après, je fais un croquis, et en fait, je me dis, mince, mais la position là, je l'ai vue quelque part, et un coup, c'est un peintre qui m'a écrit en me disant, tiens, ça c'est vraiment une position particulière, et moi j'ai cette peinture, et je dis, ben ça, je l'ai vue dans une vitrine Saint-Germain-des-Prés il y a 3 ans. Et en fait, on a une espèce une iconothèque inconsciente aussi, et il y a un inconscient des images dans notre tête qu'on ne peut pas... on ne le contrôle pas forcément, mais ça amène à des histoires et des fois elles viennent peut-être d'une histoire qui est la même en fait. Peut-être que j'ai vu quelque chose dans un film, j'en ai fait un croquis, j'ai décidé que ce serait la base d'une histoire montrée en une seule image et peut-être que cette histoire c'est la même que celle du film, mais c'est pas du plagiat. Le mot qui manque c'est le mot mémoire, c'est-à-dire que... Le mot qui manque. Non mais j'ai le sentiment que ce qui te motive à emprunter une image pour te servir comme source, modèle, point de départ, etc., que tout à coup quelque chose te paraît juste ou pas juste, c'est précisément parce que ça te rappelle quelque chose. Alors je ne sais pas ce que ça te rappelle, mais il me semble que quand même c'est ça quand même la question du déclencheur. D'ailleurs, tes fameuses photos dites de cerveau, pour moi, sont totalement, renvoient évidemment à la question de la mémoire et de la stratification de la mémoire. C'est pour moi. Bien sûr. D'ailleurs, tous les petits fils qui sont entre les feuilles représentent les liens entre 2 souvenirs. C'est bien ça. Ouais. C'est un rappel à l'ordre mémoriel, oui. N'oublie pas, memento. Et donc, mince, c'est dommage parce que avant ça, j'avais une... Tu disais que c'était comme les petits fils. Avant ça, j'avais une... Oui, chaque petit fil est un lien entre différents souvenirs et donc effectivement il y a un gros rapport à la mémoire dans cette série-là et c'est là que j'avais quelque chose à te dire que j'ai oublié.
On va continuer sur la mémoire. Memento, j'ai donné l'expression qu'à moitié. Hein. Memento, en général, c'est memento mori. Je vais revenir à mon affaire de nature morte ou de vanité. Est-ce que c'est trop évident? Est-ce que ça écrase le travail? Est-ce que quand même... Avant qu'il y ait ces séries-là, j'ai forcément eu j'ai fait beaucoup de nature morte, beaucoup plus classique. J'utilise des symboliques beaucoup plus classiques. Cette série-là, c'est des symboles qui sont à moi, à force d'avoir utilisé les fruits, à force d'avoir utilisé les animaux, à force d'avoir utilisé des choses qui appartiennent à la peinture classique. J'ai commencé à utiliser des emballages de Ferrero Rocher, des petites boules noires et les mains de quelqu'un et des bouts de papier. Et c'est ma manière de faire des natures mortes, des memento mori. Je me souviens de ce que je veux dire. Et avec la photo à côté, les crayons, tu disais que ça appartenait à des souvenirs. Par exemple, il y a quand même pas mal d'images ici qui ne viennent pas du cinéma, mais qui viennent de souvenirs d'enfance, qui viennent d'obsessions, même voire de traumatisme. Mais par exemple, les chaussettes trouées, pour moi, c'est ma hantise. Et cette image-là, elle s'appelle La fin du monde. C'est comme le rêve de l'enfant qui va à l'école et qui s'aperçoit qu'il n'est pas habillé, quoi. Que sa mère a oublié de l'habiller. J'ai fait une image là-dessus. Donc peu importe, celle-ci, elle s'appelle La fin du monde parce que, alors c'est quelque chose qui est pareil, qui est très ringard à dire, mais moi j'ai vécu des choses un peu difficiles dans ma vie et j'adore l'idée de relativiser. Et ça, c'est vraiment tout un travail sur comment relativiser. Ça s'appelle La fin du monde. Elle est dans une position absolument dramatique où elle a tout perdu. Et son drame, c'est son trou dans les chaussettes. Et ça, c'est un souvenir d'enfance. Et la chaussette qui tombe, ma mère me faisait des chaussettes en laine quand j'étais petite, elle est juste de l'autre côté derrière. Quand tu étais petit, pas petite. Tu dis, quand j'étais petite. Il y a peut-être quelque chose à dire. Mais bref, la chaussette qui tombe, pour moi, c'est un souvenir d'enfance dramatique. Ma mère me faisait des chaussettes en laine, elle ne savait pas faire les élastiques, du coup, elle tombait tout le temps. Et c'est tellement présent, j'ai fait cette image. Et ma passion pour tailler des crayons, voilà, j'ai dû en tailler 3 pour en faire ce petit-là, c'était génial, c'est le meilleur moment de cette photographie. Et c'est des images, c'est des choses simples. Et toutes ces petites choses simples du quotidien, moi, vu qu'il ne se passe pas grand-chose de plus dans ma vie à la maison, c'est ce que je montre en disant, s'il vous plaît, appréciez une paire de chaussettes neuves et tailler un crayon. Alors, comme on parle... Plutôt que de vous plaindre. Comme on a prononcé des mots qui touchent plutôt à des choses graves, hospitalité, mort, etc., on peut peut-être introduire un terme qui va changer un petit peu, mais qui est totalement connecté en partant de cette photo. Je ne sais pas si on introduit le terme érotisme à propos de ton travail. Oula, on était presque amis. Bah oui, mais bon. C'est pour ça, je sentais que ça commençait à devenir trop consensuel. Je m'éloigne un peu, mais non. Bon, moi je m'en défends complètement. Malheureusement, c'est un terme qui revient souvent, mais je pense que... Et tu te défends aussi de... Je ne suis pas historien de l'art et je suis beaucoup moins cultivé. C'est pas une remarque d'historien de l'art, c'est une remarque de... Ma manière d'envisager l'érotisme, je la vois absolument pas dans mon travail. Moi, je le vois aussi bien dans les cerveaux, hein. C'est-à-dire que... Enfin, on va dire la chose différemment. La douceur Non, enfin parfois, mais non, la question des sens. La question des sens, c'est une question... Et éventuellement, la question de la peau, c'est quand même une question qui... Enfin, je sais pas ce que les autres... Peut-être que je suis juste en train de parler de moi, hein, mais que faire d'autre. Mais ça ne me pose pas de problème. La notion d'érotisme, c'est quand même autre chose. Hein. C'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus charnel, c'est beaucoup plus lié aux relations justement entre les personnes. Là, moi, j'aime montrer des personnes seules. Hein, et j'aime démontrer des personnes qui sont justement dans des situations où l'érotisme devrait être très loin. Et je vois ça un peu à l'opposé, justement, j'essaie vraiment de les dénuer d'érotisme et qu'elles soient le plus neutre possible, même au niveau des sens, comme tu dis. En fait, une fois de plus, je vais me faire des ennemis comme quand je dis que je suis égoïste. Ça prouve qu'il te reste encore des amis. Si tu arrives à te faire des ennemis, c'est bien. Mais... J'utilise mes modèles comme des objets. C'est-à-dire que pour moi, faire une photo de cette boule blanche, faire une photo de mes amis, c'est exactement la même chose. Ça n'a rien à voir avec l'érotisme. Utiliser ces modèles comme des objets, ça n'a rien à voir avec l'érotisme. Au contraire, ça veut... Non, je vérifie si on est d'accord sur les définitions. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que
tu peux trouver de l'érotisme dans une petite balle blanche, effectivement. Mais non, je dis pas qu'il y a de l'érotisme parce qu'on voit les seins de la demoiselle, c'est pas bien sûr. C'est un problème de définition, effectivement, mais c'est un terme un peu violent pour moi. Et je préfère être plus neutre. Voilà. Bon, il y a un rapport au sens quand même. Parce que si je reprends la qualité tellement incroyable que procure le procédé que tu utilises, et cette qualité-là, c'est pas simplement une qualité descriptive qui fait qu'en effet, l'infini est dans un brin d'herbe, hein, comme disaient mes amis romantiques, pas besoin d'aller courir le monde puisque l'infini est effectivement dans un brin d'herbe et que toutes les feuilles d'arbre du monde sont toutes différentes les unes des autres. Il y a cette qualité, effectivement, une sorte de vision en excès, mais il y a aussi dans ce que ça nous restitue. Quand je dis qu'on restait à l'extérieur, et c'est pas incompatible pour moi, enfin, pour ça que je disais érotisme, il y a un effet de texture qui est quand même extrêmement particulier et qui, à mon avis, appelle, comme en plus ce sont des œuvres qui appellent une forme de saisie, sans utiliser un terme trop savant, il y a un terme qu'on utilise assez couramment, plutôt qu'un rapport qui n'est pas un rapport qu'on appelle optique, mais un rapport haptique. Haptique, c'est-à-dire c'est le toucher, c'est-à-dire que ce sont quand même des œuvres qui appellent à une forme de toucher. D'abord, tu les conçois de telle manière qu'on a envie de les appréhender par une forme de toucher, qu'ensuite on reste à l'extérieur, mais qu'il y a cette sensation cette sensation de peau. C'est aussi des questions picturales, ce que disait Matisse, hein, ne pas oublier qu'un tableau, si on se rapproche, ce n'est jamais qu'un écran sur lequel on finit par se casser le nez. On finit par se casser le nez. C'est pas incompatible avec l'idée d'érotisme, c'est-à-dire, c'est pas un érotisme de la provocation, mais au contraire, il peut être froid, il peut être distancié, il peut être un érotisme de la désérotisation des corps. Pour moi, ça me pose aucun problème. Les cailloux sont ni plus ni moins érotiques que le dos de cette femme. Mais et quand tu dis que tu les utilises comme objet, précisément parce que tout à coup, il y a un tel effet de présence. La femme de dos, elle est là comme le caillou posé sur la table. Elle est là. Voilà. Donc, ça c'est pas tout à fait... Ça ne la neutralise pas, me semble-t-il. Non ? Non, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Donc mince, désolé. Ouais, non, mais oui, ça fait... mais je rebondis sur le fait que ce soit des... Ah, c'est peut-être le simplifier à nouveau, mais moi, ces objets... Alors, je vais en prendre une, vraiment. Ça tombe bien, c'est ma préférée. C'est gentil. Pour moi, tant qu'elles sont sur des murs comme ça, on ne peut pas véritablement ressentir ce que tu décris. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut les oui, et moi j'ai eu la chance, moi, de pouvoir les... En fait, voilà. C'est très difficile, mais quand elles bougent, oui. Elles sont extrêmement argentées et elles changent. Donc les positions, si vous... Je vous fais confiance, je vais la faire passer un petit peu, mais si vous faites bouger, vous voyez dans cette petite boule, elle bouge en fait. Il y a un effet de plusieurs dimensions et on rentre véritablement dans la profondeur des sous-bois ici, et puis il y a cet aspect chromé, et puis d'un coup on se dit, là c'est érotique là. Là, parce que moi j'adore le bois. C'est quoi le bois là, ce bois? C'est quoi? Pas pour moi je sais, mais d'où il vient ce bois? Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait ces 5 années dans cette maison, c'était cette maison avec plein de granges là partout, j'ai trouvé des grosses poutres qui étaient les anciens colombages de la maison, avec les anciennes poutres de la maison, et j'ai tout récupéré parce que je voulais pas sortir de chez moi, donc je les ai débités avec un menuisier qui habitait en face, et j'ai fait des cadres. Et en fait les cadres, j'ai fait plein de cadres avec ma maison. Et donc la boucle était bouclée, j'ai fait le livre, j'ai fait les cadres, tout était comme ça. Et puis après j'ai continué à essayer de trouver des stocks de chênes anciens dans lesquels je débite mes cadres, je les fais moi-même, ça c'est aussi chronophage et ça me fait du bien. Et là, quand on l'a dans les mains, eh ben, c'est un objet, c'est lourd, il y a du poids, c'est plus une photo. La question de la pesanteur, hein, c'est toi qui le soulignes, elle est très importante par rapport au lutter contre la légèreté des images, au sens strict du terme. Lutter contre la légèreté de l'image. La question de la pesanteur, elle est très importante hein, pour toi. Quand tu dis c'est lourd, c'est... Ouais. La alors tu dis que la finesse m'a amené à ce procédé, mais c'est aussi la matérialité. Oui. Pour moi, le fait que ce soit lourd, si c'est lourd, si c'est brillant, parce que la brillance, on ne peut pas la rendre sur un écran, et on ne peut pas la rendre sur du papier ou autre. J'essaie en ce moment avec le palladium, mais c'est compliqué. Et en fait, du coup, il reste que ça. Et cette matérialité-là, elle est à l'inverse du monde dans lequel on vit. Alors, c'est-à-dire que je mets très longtemps à les faire, elles sont lourdes,
elles sont argentées, elles ne sont pas sur un écran et j'en fais 40 par an. Et ce sont des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques. Donc quelque part, je trouvais bien mon compte là-dedans au début en me disant, bon ben voilà, moi j'ai fait des milliers de photos par an dans des dizaines de pays différents toute l'année. Et là, c'est beaucoup plus simple. C'est un objet, je le regarde, c'est marrant, la première fois que j'ai fait une interview à ce sujet-là, je me disais, je me suis rendu compte à quel point c'était ridicule et nostalgique de dire ça, mais je disais, moi j'aime vraiment que ma grand-mère n'avait que 3 photos. Et c'était sa communion, son mariage, et puis une photo plus tard, et c'était les seules qu'elle avait. Et en fait ça, c'est vraiment bien d'avoir peu d'images. Moi, j'en ai un chez moi d'horotype, un seul. C'est une photo de ma copine roulée dans un tapis, j'adore. Et j'ai eu la chance que personne ne roulait. Et du coup, c'est la seule que j'ai chez moi. Toutes les autres, vous les avez. Et puis, c'est bien d'avoir peu d'objets, c'est bien d'avoir peu de possessions. Ça va aussi avec ma manière de penser de ces dernières années. C'est-à-dire que j'ai peu de choses. Bon, après, je dis ça, attention, hein, j'habite quand même pas dans un refuge, hein, j'ai une grande maison. Mais je me contente de peu, on va dire. Et ces œuvres-là, je trouve qu'elles donnent cette impression-là aussi. Quand on en a une, on la prend, on la touche, voilà, ça nous suffit, quoi. C'est pas la peine. Elle fait le poids d'un album photo avec 1000 photos dedans. Et en fait, finalement, il y a juste la couverture, quoi. Ouais, mais c'est très étonnant de voir les gens se passer l'objet. Parce qu'on avait parlé, c'est super comme ça. Non, mais c'est assez extraordinaire, hein, c'est le caractère fétiche comme ça de la chose, qui est très... Là, comme s'il y avait une... Pierre. Non, je pensais pas à l'érotisme, je pensais plutôt à la question de la magie, plutôt, hein, c'est-à-dire à l'œuvre agissante. Il me semble quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est comme là on a insisté sur la matérialité, c'est peut-être d'expliquer en 2 mots les raisons qui t'ont conduit depuis quelque temps à faire des tirages. Moi, j'aurais peut-être juste souligné 2 choses. C'est que, finalement, comme je disais, le procédé, dans le fond, t'arrangé pour plein de raisons, mais le procédé te pose 2 problèmes, au moins. Et ça, c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que, comme ce sont forcément, puisque ce sont des négatifs hein, que vous voyez là, comme ce sont forcément des œuvres uniques, le fait de les vendre, finalement, puisque tu parles de la question thérapeutique, réouvrer le problème de la perte, c'est-à-dire que pour toi, il y a une vraie douleur de la perte de l'œuvre. Une fois qu'elle est vendue, elle n'est plus là. Et donc ça, c'est intéressant à souligner, c'est-à-dire que le tirage malgré tout, pour lutter contre cette douleur de la perte, et aussi le tirage comme une indication, parce qu'à la fois on voit que ton travail lutte contre une certaine conception contemporaine de l'image, mais qu'en même temps, c'est une manière de dire que néanmoins, tu fais bien des images. Tu ne fais pas ce genre d'image-là, mais tu ne fais pas des objets, tu fais des images. Je suis photographe. Voilà. C'est-à-dire que pas mal, d'ailleurs, curieusement, je suis dans peu de galeries de photographie, surtout des galeries de peinture. Et à un moment, moi, je me dis, bon, je suis photographe. Tous mes amis photographes, ils font une série de 30 photos et puis ils la montrent pendant 5 ans. Moi, je fais 30 photos, je les montre une fois et c'est fini. Et puis... alors c'est pas du tout par fainéantise ou par souci de ne plus avoir d'idées et de ne pas pouvoir produire les images. J'ai plein d'idées, j'ai plein de temps pour ça, mais j'aime que mes images elles puissent subsister, qu'elles puissent encore exister dans 10 ans et que plusieurs personnes peuvent regarder cette image chez eux et surtout la voir en grand. Parce que parfois, je dois avouer que moi je suis pas un fou de technique. Ça ne m'excite pas plus que ça de faire des embrotypes 50-60 et me plonger dans des procédés vraiment compliqués, beaucoup trop chronophages pour le coup. Et puis au final, avoir des très grands embrotypes qui coûtent très cher, voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand j'ai une image comme celle-ci, celle-là par exemple, une personne m'a dit un truc très intéressant cette semaine, elle m'a dit tiens, dans vos photos il n'y a pas de blanc. C'est vrai, dans les photos, il n'y a pas de blanc. Parce que, à cause de la couleur de l'argent, donc partout, c'est des couleurs de l'argent, donc la couleur de l'argent, c'est ça. La couleur d'argent, c'est cette couleur-là. C'est une espèce de brun gris, je ne sais pas si vous voyez de loin, mais ça, c'est la couleur de mes photos. Donc tout ce qui est blanc, eh ben, c'est ça. Et plus on va être dans le blanc, plus ça va être brun. Donc le ciel bleu, par exemple, pour moi, en été, c'est du brun foncé. Et on le voit bien dans cette photo-là que vous pouvez reposer maintenant. Vous voyez, le ciel, il est brun.
Et en fait, là, toutes les photos que vous voyez ici sont exactement comme celle-ci. Et il n'y a jamais de blanc. Et effectivement, des fois, certaines images, ben, ça me frustre un peu de les voir pas plus contrastées. Donc, ça m'amène à faire des tirages. Et j'adore ce procédé-là de tirage. Et du coup, je retrouve les mêmes tonalités, mais avec du blanc. Un petit peu plus de blanc, plus de contraste, et plus grande. Et certaines images doivent être grandes pour moi. Pourtant, je suis vraiment un fanatique de tout petit format. Mais certaines images, pas du tout pour un but commercial, doivent être vues de loin. Alors là, je vais me tirer une balle dans le pied, mais je vous dire aussi une chose, c'est qu'il y a certaines images, j'ai envie qu'elles existent tout court, sans les avoir vendues ou sans qu'elles aient disparu dans une exposition ou que je les ai cassées, parce que j'en casse beaucoup. Mais c'est aussi parce que si vous regardez bien, celle-ci, ce n'est pas la même que celle-ci. Donc là, vous verrez qu'il y a un téton qui apparaît et pas ici. Et celle-là, c'est mon préféré. Quand je fais une photographie, je ne vais pas en faire une seule, parce que j'aime voir... là, on dirait une photo dans un intérieur, hein, mais ça, c'est à l'extérieur, en plein soleil. Hein. C'est un studio d'extérieur. Et je vais refaire la photo 3 ou 4 fois de suite, à 1 heure d'écart, pour voir les différences. La lumière se pose sur une main de manière différente, elle éclaire différemment, et on a des tonalités complètement différentes. Donc, à la fin, j'en ai 3 ou 4. Généralement, j'en casse 2 et j'en garde 2. Et celle que je garde, eh ben, souvent, c'est pour la montrer en ambrotype parce qu'elle est parfaite, ou approximativement parfaite. Mais celle-ci, elle avait une grande rayure dans la largeur, malheureusement, que je n'avais pas vue. Mais j'adore cette photo. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Et je vis avec mon temps. J'efface la rayure sur Photoshop et je fais un tirage. Et en fait... moi j'ai des détracteurs dans les puristes en photographie parce que j'ai pas du tout honte de passer d'un ambrotype qui est traditionnel, fait comme en 1855. Bon, moi ça j'en ai rien à foutre, moi je veux une image. Et ce qui est important c'est que vous puissiez voir celle-là aujourd'hui, et si je n'avais pas enlevé cette rayure, vous ne pourriez pas la voir parce que ce serait imbuvable. Et donc voilà, 3 raisons. 1, avoir du blanc. 2, voir des images plus grandes. Et puis 3, montrer des pièces que j'aurais pas pu montrer autrement. À propos de chronophagie, on peut peut-être passer aux questions du public. Faut pas abuser complètement de votre temps. Si vous en avez, je sais que c'est le moment compliqué. Hein, Je me suis posé la question pendant votre et puis je ne connaissais pas votre travail encore une heure. C'est quoi pour vous le mot beauté renvoie à quoi? Il résonne comment? Le mot beauté. Esthétique. Puis on va parler de... Voilà, c'est difficile. C'est un peu la pire question de physique. Alors, je ne vais jamais répondre à la question dans sa globalité, mais moi, je pense que je vois de la beauté que dans la simplicité. Donc, pour moi, la beauté, c'est quelque chose de simple qu'on voit enfin, pas et qu'on redécouvre. Je me dis que mes images sont belles à cause de ça. Comme vous ne l'aviez pas exprimé, oui, parce que j'ai pas cette prétention. Là, je viens de dire une phrase bien prétentieuse. C'était nécessaire, il fallait que je m'avoue. J'aime beaucoup ce que je fais. C'était pas si dur que ça à dire. Hein. J'avais une question. Vous avez donné quelques explications très intéressantes, notamment sur les papiers, que vous aimez. Est-ce que vous pouvez demander une explication sur une photo en particulier? Celle-ci, justement. Depuis un bon moment, dans mes natures mortes, on voit souvent revenir des pierres. Et c'est tout le temps les mêmes en fait, hein. J'en ai 7. Et c'est des pierres que j'adore récupérer. Je fais beaucoup de photos de tas de sable qui représentent aussi le temps. Chaque tas de sable a une durée, comme si on les avait enlevés d'un sablier. J'ai une obsession avec les sabliers parce que j'habite devant. C'est le côté Ardennes, un peu de... Bref, le sable d'un sablier, il va avoir une certaine taille de tas de sable, c'est une certaine durée.
Donc je récupère beaucoup de sable sur les plages et puis je récupère des cailloux. Et en fait, j'ai commencé à faire des photos de ces cailloux dans les cerveaux parce qu'ils représentent les soucis. Donc dans les cerveaux, vous avez souvent soit des petites boules noires ou blanches, vous avez des fils, et c'est là, vous voyez, il y a une bande velcro, donc c'est des symboles assez évidents. Donc la boule noire, je l'appelle la tumeur, c'est tout ce qui représente le mal, et le mal, la maladie, la mort. Et la bande velcro, elle va représenter la maladie, l'hôpital. Les gens savent que c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans un hôpital, parce que chacun des cerveaux, c'est une personne, bien sûr. Ça, c'est un portrait de quelqu'un que je connais bien. Et puis, les pierres représentent les soucis. Plus la taille de la pierre, la couleur de la pierre change, ça va être un souci différent. Dans mon imaginaire à moi, dans ma manière d'utiliser les symboles. Et donc, là, c'est clairement une personne qui choisit ses soucis. Elle ne va pas en prendre 5, elle en prend qu'un, et elle a choisi celui qui ressemble à une madeleine à gauche. C'est juste, elle s'appelle la sélection, et c'est un moment dans la vie où on va se... En fait, moi je suis persuadé qu'on choisit ses soucis, et qu'on peut s'en sortir quand on a vraiment des très gros soucis. On va se concentrer sur certaines choses plus que d'autres. Et à un moment, on va choisir de souffrir ou pas. Et on est totalement responsable de ce dont on souffre et on le choisit nous-mêmes. Et là, c'est quelqu'un qui choisit sa souffrance. Et pourquoi c'est un nul? Alors là, c'est vrai que je vais casser tout le mythe. Toutes les photos sont faites avec la même robe et un chat c'est très simple. Vous voulez que j'explique les photographies, souvent c'est... voilà. Sur le choix, c'est ça, ça s'appelle la sélection. Donc c'est ta femme et elle a choisi un cahier qui s'appelle ma galeriste, la dernière exposition, merci d'être venu. Une autre question? Dans la construction de la série, est-ce qu'il y a des scènes qui avaient été imaginées et réalisées et qui finalement ont été écartées? Alors là, je peux vous montrer un de mes carnets. Des croquis, il y en a des tonnes et j'en ai pas fait la moitié encore. Donc oui, il y en a plein que j'ai écartés et j'ai écarté pour des raisons techniques. C'est-à-dire que quand j'ai un dessin de mauvaise qualité, je sais ce que je cherche et en fait il va me falloir le bon jour, le bon éclairage, la bonne température, puisque moi je peux faire des photos que avril, mai, juin, juillet, et même avril, mai, juin, et septembre, octobre, à cause de la température, des UV dans le ciel, etc. C'est très compliqué. Je ne veux pas utiliser de lumière artificielle, donc j'ai peu de jours en fait pour faire des images. Il y a les jours où il pleut, où je ne vais pas faire d'image, et en fait au final il va rester une soixantaine de jours par an où je peux vraiment bosser correctement. Donc quand j'élimine une image, c'est surtout à cause d'un problème technique et qui rend la photo impossible. Et Pierre le dit très bien dans son texte, dans ma composition et dans ma manière de prendre des photos et aussi dans ce qui est l'aboutissement. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tête, pourquoi est-ce que les gens sont tout le temps allongés, pourquoi est-ce qu'ils ont la tête entre les jambes. Beaucoup de fois, je dessine aussi en ayant conscience des problèmes techniques. Quand j'ai une pause de 3 minutes, parce que je sais que c'est en sous-bois, la personne elle ne va pas être debout. Donc cette pause-là, c'est 2 minutes 30. Oui, elle a la tête entre les jambes parce que sinon elle serait complètement floue. Donc c'est souvent des problèmes techniques qui me font ne pas pouvoir faire des images que j'ai en tête. Mais je le fais tout un jour. Et là, je remercie d'ailleurs Odile et Michel, parce que ça, c'était une série que j'avais mis un petit peu en stand-by, et puis elles étaient dans mon carnet, et elles, visiblement, ce qui les intéressait sur mon travail, c'était tout ce qui était dans le carnet. Donc j'ai fait une petite pause sur les natures mortes, et puis, qui de toute façon, elle n'est pas allée très loin, mais je peux les faire quand je veux, elles ne vont pas, en me disant,
il faut peut-être finir ce que tu avais commencé, et toutes ces petites histoires, tous ces fragments de corps nous intéressent, et on aimerait faire une exposition là-dessus. Donc c'est un petit peu le thème de celle-ci, et elles ont rapidement compris tout ça. Et il y a quelques natures mortes, mais sinon c'est la suite de mes croquis mise en scène. J'aime pas trop cette phrase, mais mise en image ici. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'était super. Sans rancune. Je suis tellement mauvais. Non, bon, pas du tout. Non, ça vraiment. Tu sais, c'est très bien comme ça. Ça a été? J'essaie de le suivre, mais je te laisse éteindre. Non, ouais, nickel. Non, parce qu'il est fort, alors du coup, Oui, ça va très bien. d'accord. Oui, j'ai
Je regarde, je ne filme pas, je ne filme pas. Gracias.